Donc là, ce sont les objectifs du module et aujourd'hui, on parcourt la deuxième partie. Donc, organiser les équipes et les départements, concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, en fait, c'est tout simplement savoir regrouper les équipes en unités au sein de l'entreprise. Parce qu'après, quand on a recruté des gens, qu'on a staffé, il faut maintenant pouvoir bien les regrouper pour pouvoir former des unités cohérentes. Donc, l'organisation, en fait, l'approche, il y a l'approche par fonction, il y a l'approche par produit ou marché et l'approche par projet. Donc, on va les balayer par la suite. Donc, la première approche, qui est la plus courante, c'est l'approche par fonction. Cette approche, elle est le plus utilisée par les PME et les TPE parce qu'elle est facile à implémenter. Donc, c'est tout simplement regrouper les équipes euh, selon leur spécialité. Donc, on peut avoir le département marketing, département vente, finance, production. Et donc là, les gens sont regroupés selon les différentes spécialités. L'avantage avec cette approche, c'est que avec le temps, puisque les gens sont regroupés en fonction des domaines d'activité, deviennent des experts dans ce qu'ils font. Donc, on va voir dans le marketing parce que c'est ce qu'ils font au quotidien. Ils vont développer vraiment de l'expertise dans le marketing. Si c'est la finance, ils seront toujours en train de développer des nouvelles pratiques, de s'informer, de se mettre à jour dans la finance. Donc, les équipes deviennent des experts dans le domaine, se concentrent sur leurs tâches et cette approche, elle est facile à comprendre et à gérer par tout le monde. Dans les inconvénients qu'on peut souligner, il y a le cloisonnement d'informations qui peut surgir parce qu'il peut arriver que entre les départements, surtout s'il y a un besoin de collaborer entre les différentes unités ou les départements, que l'information ne circule pas facilement. Par exemple, si le marketing doit communiquer des informations au département de vente et vice-versa, il peut arriver qu'il n'y ait pas une bonne coordination parce que ces unités-là sont cloisonnées. Donc, l'autre inconvénient, ça peut être la lenteur dans les décisions, surtout les décisions qui nécessitent la collaboration des départements. Par exemple, dans les départements, il y a des managers qui ont du mal à collaborer. Ça peut influencer à ce niveau-là. Donc, la deuxième approche est l'approche par produit ou par marché. Donc, cette approche concerne particulièrement les entreprises. Les entreprises sont des grandes tailles. Et la particularité de cette approche, c'est que là, les unités sont créées, soit les unités, les directions sont créées en fonction des gammes de produits ou des marchés sur lesquels l'entreprise est positionnée. Généralement, ce sont des marchés qui peuvent être très différents. Donc, si je prends l'exemple telle une entreprise vraiment de grande taille, tel le genre d'entreprise qui recrute 10 000 personnes, je ne sais pas, et qui commercialise des produits de beauté, qui va commercialiser après des produits d'entretien et peut-être des produits alimentaires. Donc, à cause de sa grande taille, en fonction de ces différents produits, on va maintenant former des unités, des départements, des directions en fonction de ces différents produits ou des marchés. Et donc, l'avantage, c'est que chaque division va se concentrer sur son marché et va travailler à le développer. Ça, c'est l'avantage. Donc, vraiment, les équipes vont être concentrées dessus, vont vraiment, parce que le fait que ce soit des marchés différents, des produits différents, et que l'entreprise est d'une grande taille, cette organisation permet vraiment de travailler à ce que le marché qui est propre à chaque produit puisse grandir. Maintenant, l'inconvénient, c'est la redondance, parce qu'on va se retrouver avec plusieurs responsables marketing ou bien directeurs, plusieurs, et parfois, il peut y avoir des problèmes de coordination entre les différentes divisions. Donc, la troisième approche, c'est l'approche par projet. Donc, on appelle également l'approche matricielle. Cette approche est généralement utilisée
dans des cas de figure, on parle plus de projets. Donc, on peut avoir des cabinets, des entreprises qui fonctionnent par projet. Par exemple, c'est un dossier spécifique. Dès on le boucle, on passe à autre chose. Donc, c'est vraiment plus par projet. Ça peut être un projet. Je prends l'exemple, si c'est un cabinet juridique, ça peut être l'affaire telle. Donc, dès que ce dossier est géré, on sait qu'on le classe, on passe à autre chose. Et comme ces projets-là ne se gèrent pas généralement en un jour, en une semaine, ça peut prendre 6 mois, un an. Donc, ça fait que pour chaque projet, on définit donc une organisation pour assurer la bonne gestion de ce projet de bout en bout. Donc, maintenant, ça se passe comment concrètement? C'est que on a déjà des responsables fonctionnels normalement dans l'organisation, tenant compte de son fonctionnement habituel. Mais après, pour chaque projet, on a des responsables. Donc, on aura le responsable du projet A, projet B et tout. Donc, l'inconvénient avec ça, c'est que l'employé peut parfois être confus parce qu'il se retrouve sous deux managers. Il y a le responsable projet. Maintenant, après, il y a maintenant le responsable qui est là par rapport à l'activité courante. Donc, il y a l'avantage de la flexibilité, c'est vrai, parce que chaque projet euh, permet vraiment à des personnes de s'équiper en ne travaillant que sur ce projet-là. Il y a la facilité de la collaboration, mais après, vraiment, la complicité demeure parce que l'employé peut être confus entre les deux responsables. Donc, c'est vrai qu'au regard de ces trois approches, pour pouvoir choisir la meilleure, il faut tenir compte de sa taille. Mais comme on l'a dit au départ, l'approche par fonction est celle qui est la plus courante et ce qu'on voit, c'est celle qui est la mieux appropriée pour les PME, pour les petites entreprises. Je ne sais pas s'il y a une question, pour un ajout, une remarque. Non, pour moi, c'est bon. Hein. C'est bon jusqu'ici. OK, donc on continue avec le point suivant, mettre en place des processus et des procédures claires. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est officialiser et standardiser la manière dont les tâches se font. Parce que à un moment, quand on a du personnel qui est là et tout, il faudrait qu'on se rassure que la manière dont les tâches se font, que cela est défini et que cela soit adopté de tous. Donc, ça permet de créer un mode c'est comme une notice, en fait. Donc, ça permet de créer un mode d'emploi pour les opérations, pour assurer leur cohérence, leur efficacité, leur qualité, peu importe qui le fait. Donc, c'est la clé pour transformer l'entreprise en une série d'actions isolées. Donc, maintenant, de manière concrète, déjà, c'est quoi un processus? Le processus répond clairement à la question quoi faire pour chaque tâche. Donc, si c'est le processus de vente, pour pouvoir vendre, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Par exemple, faut trouver un client potentiel, il faut présenter le produit, il faut négocier, conclure la vente. Donc, le processus répond à la question quoi faire en le détaillant en séquence d'étapes à accomplir pour pouvoir réaliser la tâche. Donc, le processus marche avec les procédures parce que la procédure va venir répondre à la question comment on fait. Donc, la procédure, maintenant, c'est le guide. La procédure va détailler étape par étape comment faire les étapes de chaque processus. Parce que dès lors qu'on a déjà défini les étapes du processus en fonction de la tâche, il faut maintenant clarifier comment est-ce qu'on le fait de manière concrète. Donc, les caractéristiques clés d'une procédure, il y a déjà la normalisation et la répétabilité. Donc, ici, le but est de se rassurer que la même tâche sera effectuée de la même manière à chaque fois, quelle que soit la personne qui exécute la tâche. Donc, et l'autre avantage, l'autre caractéristique de la procédure, ça permet vraiment d'instaurer la clarté et l'exhaustivité. Pourquoi? Parce que
la procédure va répondre à des questions: qui fait quoi, quand, où, comment, et avec quel outil ou document. La procédure apporte ces clarifications. Et maintenant, la procédure a également l'autre caractéristique de permettre d'atteindre le résultat de manière efficace en respectant les normes de qualité et de sécurité et les exigences légales. Parce que généralement, quand on mène nos activités, on ne mène pas d'activités forcément comme on veut, mais on va aussi tenir compte de ce que la loi prévoit. Qu'est-ce que la loi prévoit? Qu'est-ce que la loi dit? Quelles sont les exigences qui encadrent pour se rassurer qu'on ne s'expose pas juridiquement parlant? Donc, réfléchir sur la procédure permet de clarifier cela. Non, pourquoi est-ce que c'est important de le faire? C'est important de le faire parce que ça garantit déjà la qualité et la cohérence du travail. En fait, ça permet de se rassurer que le travail sera fait avec une qualité constante. Ça ne va pas dépendre de tel ou de tel qui fait le travail, mais le fait que ce soit clairement défini et communiqué, ça garantit la qualité et la constance du travail. Maintenant, ça garantit également l'efficacité et la productivité parce que les étapes sont documentées. Donc, ça fait que ça limite les erreurs, les hésitations et les pertes de temps. Donc, on sait déjà clairement que telle tâche, on a fait comme ça. On va plus se référer ou demander, bon, je vais faire comment et tout. On a clairement le mode opératoire. Et ça fait que les nouvelles recrues peuvent être plus rapidement formés sur la base d'une manière de procédure. Parce qu'on va leur dire, OK, telle tâche, on l'a fait comme ça, comme ça, comme ça. Et ça permet rapidement de prendre la main. Donc, l'autre avantage également, il y a le contrôle et l'amélioration. Parce que avec les procédures, on peut maintenant contrôler est-ce que le travail est correctement fait, est-ce que les procédures ont été respectées. Et ça permet également de faire des analyses pertinentes parce qu'on a une bonne base. Ça fait que et puis on se rend compte que si une étape perd trop de temps, on peut l'ajuster et on sait exactement où est-ce qu'on doit agir. Donc, le dernier point maintenant, c'est pour assurer la croissance. Parce que pour qu'une entreprise puisse grandir, il faudrait que, à sa petite taille, qu'elle maîtrise déjà les étapes de ces différentes tâches. Parce que si déjà au niveau de la petite taille, le travail est encore confus, il y a le désordre, il y a l'embrouille, ça sera difficile de pouvoir tenir si l'entreprise est appelée à grandir. Donc, de manière claire, comment est-ce qu'on met cela en place? Donc, il faut déjà identifier les processus clés parce qu'en fonction de la nature de l'entreprise, il y a des processus qu'il faut pouvoir définir. Donc, si c'est une entreprise commerciale, on sait généralement que les activités qui reviennent, il y a la gestion des commandes, il y a la gestion de la clientèle, il y a la gestion même de la trésorerie. Il faut pouvoir définir les processus qui sont liés à chaque type d'opération. Il faut pouvoir les documenter étape par étape. Ça ne doit pas juste être fait dans la tête. Étape par étape, il faut pouvoir les documenter. Donc, écrire chaque étape de manière simple et précise pour pouvoir le faire et pouvoir identifier les personnes et les départements ou les unités qui sont impliquées dans la tâche. Donc, l'autre chose également, c'est qu'il faut utiliser les bons outils. Les outils qui permettent non seulement de bien mettre en place l'exécution des procédures, mais également qui facilitent, qui simplifient le travail. Donc, il faut pouvoir utiliser les bons outils. Et par la suite, il faut maintenant analyser et optimiser. Parce que la manière de procédure n'est pas figée, n'est pas statique, mais il peut être amené à être amélioré. Donc, ça demande des analyses et d'optimiser en fonction des retours sur le terrain. Bon, maintenant, on passe au point formaliser son entreprise. Formaliser son entreprise concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est là faire passer du statut d'informel à celui de légalement reconnu. Si vous regardez un peu ce qu'on a fait depuis le début, vous allez convenir avec moi que on peut le faire sans avoir forcément les papiers d'une entreprise. Donc, tout ce on s'est dit depuis le début, on a parlé au module 1, vision et tout et tout. On a parlé de la gestion financière, on a parlé du marketing,
On peut vraiment faire ça, mais on n'est pas une entreprise qui existe légalement, qui a les papiers, qui est reconnue par l'État. Donc, à un moment, on peut fonctionner pour un début dans l'informel. Ça veut dire qu'on a sa petite activité, on, euh, on fait sa communication sur les réseaux sociaux, on a peut-être son WhatsApp là et tout, on communique avec. Et il n'y a pas encore vraiment que ce soit la pression ou bien l'urgence de formaliser. Mais pour une entreprise qui veut grandir, qui veut passer à une étape, à un moment, la question de formaliser son entreprise va se poser. Parce que c'est une étape cruciale si on veut se développer et si on veut sécuriser, surtout sécuriser son business. C'est une étape qui est indispensable pour assurer la pérennité et la croissance de son entreprise. Pourquoi? Parce que tant qu'on est dans l'informel, il y a des opportunités qu'on ne pourra pas saisir. Tant qu'on est dans l'informel, il y a des personnes avec lesquelles on ne pourra pas travailler parce que ces personnes-là exigent de travailler avec des entreprises qui sont formalisées, qui sont en règle. Donc, pourquoi c'est important de le faire? Parce que déjà, il y a la protection juridique. Donc, formaliser son entreprise, ça permet de sécuriser déjà son nom commercial et ses produits et de fixer un cadre légal qui est clair en cas de litige. C'est-à-dire, si vous avez un litige avec quelqu'un, vous allez commencer par l'entreprise n'existe pas. Donc, ça sera compliqué. Il y a déjà la crédibilité et la confiance. Une entreprise qui est formelle inspire confiance aux clients, surtout à un certain type de clients, les fournisseurs et les partenaires. À un moment, quand vous fonctionnez avec un type de fournisseur, il va falloir être formalisé. Quand on veut avoir un type de partenaire, il va falloir que son business soit formalisé. Et après, quand son entreprise est formalisée, on peut émettre des supports avec l'identité juridique de notre entreprise parce qu'elle a été créée. Maintenant, l'autre avantage, c'est l'accès au financement. Parce que là, c'est clair, l'institution bancaire, que ce soit les microfinances ou les banques, ne fonctionnent pas avec l'entreprise informelle. Donc, pour pouvoir approcher déjà une microfinance sous le nom de son entreprise, parce que les microfinances peuvent encore accompagner personnellement. Mais quand c'est déjà le nom de son entreprise, et pour approcher une banque, il faut être une entreprise qui existe légalement, qui ajoute sur les exigences juridiques et légales. Et l'autre point, c'est les opportunités commerciales. S'il y a la possibilité de réaliser les marchés publics, de soumissionner à les appels d'offres, ou alors de travailler avec des grandes entreprises, cela n'est réservé qu'aux entreprises qui sont légalement constituées. Et après, le dernier point, c'est la gestion optimisée. Parce qu'après, quand on est déjà dans une entreprise formalisée, il y a certaines exigences qui vont nous pousser à passer à un autre niveau, que ce soit au niveau de la gestion, parce qu'on a maintenant l'obligation de tenir une comptabilité, on a l'obligation d'avoir certains états pour pouvoir répondre aux exigences des partenaires avec lesquels on travaille, vu le pas qu'on a fait dans son business. Donc, comment le faire déjà pour pouvoir formaliser son entreprise? Le premier point repose sur le choix juridique. Donc, on a deux principales options. Il y a l'option de se constituer en entreprise individuelle, c'est-à-dire avec établissement. Il y a l'option de constituer carrément une société, soit une SARL, une SA ou une société à action simplifiée. Donc, selon les deux cas, il y a les avantages et les inconvénients. Donc, pour l'entreprise individuelle, l'avantage, c'est que le patrimoine personnel va se confondre à celui de l'entreprise. Et là, l'entreprise est directement liée à la personne du promoteur. Pour la forme de société, l'entité juridique, c'est-à-dire l'entreprise, sera distincte de son créateur, de son promoteur, et le patrimoine de l'entreprise est séparé de celui du promoteur. Ce qui veut dire que ça protège les biens personnels en cas de litige. Parce que si le business qui a été fait sous la forme d'une entreprise individuelle, s'il y a un souci devant les autorités,
On pourra aller même jusqu'à mettre la main sur les biens du promoteur parce que son entreprise se confond à sa personne. Mais dans le cas de la société, la responsabilité se limite au patrimoine de l'entreprise. Donc, les autres points maintenant, il va falloir penser à la rédaction des statuts. Là, c'est pour l'option de la société, la rédaction des statuts, et puis passer à la phase de l'enregistrement de l'entreprise, c'est-à-dire que les formalités administratives nécessaires pour pouvoir enregistrer l'entreprise. Il va falloir les matriculer. Ça, c'est auprès du registre du commerce pour avoir un numéro du registre de commerce. Et il va falloir procéder à la déclaration fiscale et sociale. Donc là, il va falloir, sur le site des impôts, enregistrer son entreprise, avoir un numéro d'identifiant unique et également se rapprocher de la CNPS pour pouvoir remplir les formalités qui sont liées à la CNPS. Donc maintenant, les régimes d'imposition, on a trois principaux régimes. Il y a le régime du réel. Là, c'est pour les entreprises qui ont un chiffre d'affaires assez important. Finalement, c'est pour les entreprises qui ont franchi le cap de 50 millions de chiffre d'affaires dans le régime du réel. C'est vrai qu'il y a certains qui essaient de jongler pour rester au régime simplifié. Mais là, c'est le régime du réel. Maintenant, le régime simplifié, c'est pour les entreprises de petite taille. Et après, il y a le régime de l'impôt libératoire qui est destiné vraiment aux très petites entreprises qui payent un montant forfaitaire d'impôt. Bon, je vais préciser quand même que sur cette partie, le moment venu, on pourra se faire assister par un fiscaliste qui va donner non seulement plus de détails, euh, pas donner plus de détails, mais les orientations qui sont vraiment appropriées pour chaque personne dans le moment venu. Ça ne sert à rien d'entrer dans les détails pour le moment alors que c'est pas encore euh, la question qui préoccupe la plupart des personnes. Ok, donc là maintenant, nous sommes en train de tirer vers la fin avec le point de avoir un partenaire financier qui est très important parce que une entreprise ne peut pas grandir en comptant sur ses capacités financières à elle-même. À un moment, quand on veut croître, on a besoin d'un soutien externe. Et donc, ce soutien externe-là demande d'avoir un partenaire financier. Ça peut être une microfinance pour un début et après, on peut passer au niveau des banques. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que le partenaire financier répond à trois besoins qui sont vitaux pour une entreprise. Le premier besoin, qui est le plus euh, exprimé, le besoin de financement, c'est-à-dire l'argent nécessaire pour pouvoir soit démarrer ou grandir. Donc, le partenaire financier vous permet d'avoir l'argent que vous n'avez pas encore et que vous allez par la suite lui rembourser moyennant les intérêts. Le deuxième que le partenaire financier va assurer, c'est au niveau de la fourniture des outils de gestion. Donc, ce sont des instruments de travail parce que quand on est déjà formalisé en entreprise, à un moment, on ne va pas toujours gérer au cash. On aura besoin d'un compte bancaire pour sécuriser son argent parce que on ne va pas toujours gérer avec soit OM ou garder l'argent à la maison. On aura besoin d'un compte bancaire pour garder son argent. On aura besoin des moyens de paiement pour pouvoir payer. Ça s'appelle la carte bancaire, ça s'appelle le virement pour les chéquiers. On aura besoin de ça. Donc, le partenaire financier, pardon, nous fournit également ces instruments-là. Et le troisième point, c'est l'accompagnement et le conseil. Le partenaire financier est là pour également nous donner les conseils pour nous aider à piloter la croissance de l'entreprise. Donc, ça peut être des conseils sur les opportunités, ça peut être des conseils peut-être sur des campagnes qui sont lancées en interne et qui peuvent nous être profitables dans la gestion de notre activité. Donc, les types de partenaires financiers. Donc, les types de partenaires financiers, j'ai voulu mettre ce tableau parce que en fonction du niveau où on se trouve, il est plus facile d'approcher
d'approcher un groupe qu'un autre. Donc, dans la dernière slide, j'ai parlé des institutions, particulièrement les microfinances et les banques. Mais il est important de préciser que quand on est encore dans ses débuts, et même parfois même durant le cheminement, on peut bénéficier du soutien des tontines et de ses proches. Et là, ça dépend du capital confiance qu'on a, surtout des proches. Ça dépend du capital confiance. Parce que au début, quand on est à ses débuts, vraiment, c'est difficile d'approcher les banques. Surtout qu'au début, on n'est pas toujours formalisé. Donc, il y a des préalables qui ne sont pas encore mis sur pied. Et donc, c'est difficile d'aller directement auprès des banques. Ça fait que pour le soutien financier qui est nécessaire, on peut se référer, on peut se tourner vers les tontines pour les proches et bénéficier d'un petit fonds pour commencer déjà à travailler. Et après la phase de amorçage, on a les microfinances. On a également aussi, c'est aussi important d'avoir des économies personnelles. Donc, les microfinances sont plus flexibles pour un début par rapport aux banques parce que leur cible, c'est des entreprises de plus petite taille. Et donc, pour un début, c'est facile de les approcher et de commencer à bénéficier de leur offre. Et par la suite, quand on est vraiment dans cette optique de croissance, on est bien formalisé, on a déjà un type de clientèle et on a de la mission de passer à un autre niveau. On peut approcher les banques et avec les banques, on pourra avoir des sommes un peu plus conséquentes. Donc, faut quand même souligner qu'il est important de bien choisir son partenaire financier. Parce qu'il revient au promoteur de choisir le partenaire financier. Ici, il y en a plusieurs, mais c'est en fonction d'un ensemble d'éléments évalués qu'on va choisir son partenaire financier. Donc, on va tenir compte déjà du coût. La relation qu'on a avec notre partenaire, quel est le coût? Qu'est-ce que ça nous coûte? Si l'argent que le partenaire financier nous donne, on se rend compte que le taux qu'il pratique est un peu élevé par rapport aux autres. C'est déjà un élément qu'il faut mettre sur la table pour pouvoir se décider soit de continuer la relation, soit carrément de la rendre pour changer. Donc, il y a déjà le coût de ses services, le coût de l'argent qu'il prête, il faut tenir compte de ça. Il y a la proximité et la qualité du service. Donc, est-ce que pour arriver en agence, s'il faut d'abord faire 5 kilomètres de route, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire si la rapidité n'y est pas, si la qualité de service n'est pas, peut-être le gestionnaire n'est jamais disponible, des choses comme ça. C'est un élément parce que tout ça va jouer sur son business. Maintenant, les exigences du partenaire, qu'est-ce que lui, il exige dans la relation? Que ce soit au niveau du financement, quelles sont les garanties, quels sont les documents? Est-ce que ces exigences-là vous pouvez tenir en fait, ou alors c'est de trop. Donc, ces trois éléments doivent être mis sur la table pour pouvoir faire une évaluation de différents partenaires je vais dire que les différents partenaires qu'on a devant nous et choisir le meilleur en fait. Donc, on va finir ici avec ces deux citations. La première est celle de Bernard Nadoulek qui dit une entreprise dans laquelle il n'y a pas d'ordre est incapable de survivre. Donc là, ça souligne l'importance de, de définir les processus et de formaliser les procédures. Et après, l'autre citation, l'importance du travail d'équipe réside dans la possibilité de partager les responsabilités. Donc là, ça parle du point du début sur organiser les équipes. Donc, maintenant, le travail à faire, c'est 5 points qui sont affichés là. Comment est-ce que chacun compte organiser ses équipes et quelle est l'approche qui convient le mieux? Quels sont les processus à définir pour les différentes activités du business de tout un chacun? Quelles sont les procédures à mettre en place pour définir ces processus? Comment est-ce que chacun compte formaliser son activité? Et est-ce que vous avez déjà une idée de votre partenaire financier pour soutenir votre business?
Donc, nous sommes arrivés au thème de la présentation. Je vous prie de me donner quelques minutes et puis on est ensemble. D'accord, coach. D'accord, la parole est à... Tu veux la prendre? Oh, je vais me lancer. Déjà, je tiens à dire déjà merci pour la session de ce jour. D'abord parce qu'elle était assez brève, mais assez limpide. Assez limpide, ça touche des éléments qui, je me rends compte qu'ils ne, ils ne sont pas pris en compte. Ces éléments peuvent conduire à ce que l'entreprise tombe en faillite. Le choix des partenaires financiers, le choix des responsables, euh, l'accompagnement, tout ce qui va avec là. Ce sont des éléments qui, si on ne les considère pas dès le début, je me rends juste compte que l'entreprise va peut-être tourner quelques mois et puis directement faire faillite. Parce que là, on n'aurait pas fait le bon choix. Parce que dès le début de la formation, tous les éléments qui ont été parlés, déroulés, pour moi, ça met un peu logique. Mais ici, là, je me rends compte que c'est très évident et c'est très clair. C'est très évident et très clair que si c'est parti de la formation, on ne le considère pas très bien, on ne met pas ça en pratique ou bien on ne l'implémente pas lorsqu'on veut bien sûr se lancer ou bien lorsqu'on est en train de cheminer son entreprise vers une grande structure, une grande firme peut-être, il faut bien évidemment tenir cela en compte. Donc, pour moi, elle est assez riche, simple, bref, mais assez riche. Donc, coach, je te dis merci beaucoup. Ok. Tout. Alors, il y a quelque chose à dire. Coach, bon, je me suis absentée pendant environ 10 minutes dans le direct et du coup, je suis un peu déconnectée. Ma connexion est finie, donc j'ai dû retaper à nouveau. Sinon, dans l'ensemble, je dirais Ok. que vraiment, ça, la partie ici, c'est une découverte pour moi. C'est une découverte pour moi et vraiment, je suis comme, en fait, mon cerveau est comme en ébullition parce qu'il y a des choses que je découvre que je ne connaissais pas. Comme par exemple l'importance de formaliser l'entreprise et les partenaires financiers. Là, c'est quelque chose à laquelle je n'y avais vraiment pas pensé à ce stade. Mais je vois que Mhm. c'est important, oui. C'est important d'avoir des appuis extérieurs et des apports extérieurs pour grandir financièrement et matériellement. Donc, vraiment, merci encore pour ce cours. Mhm. Ok. Ok. On va se rendre face à Dieu, qui vraiment permet que ça éclaire tout un chacun. Et bon, nous sommes comme déjà annoncé, nous sommes arrivés à la formation. Ça, c'est la deuxième, la dernière partie, quatrième module. Maintenant, je suis quand même consciente que c'est beaucoup d'informations qui peuvent être difficiles à adopter. Donc, je me suis posé la question, après la formation, est-ce que ce ne serait pas pertinent de revenir dessus, venant de manière un peu comme allant pas à pas avec tout un chacun, en commençant tout au début, c'est-à-dire vraiment au début de la vision, se rassurer vraiment que chacun a clairement défini les choses et après, au niveau des finances, se rassurer que vraiment chacun a des outils et qu'il
vraiment, il maîtrise ses outils, qu'il a su s'approprier de ses outils. Et vraiment, je me suis posé cette question-là. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce il y a une différence entre tu écoutes quelque chose, ça te marque et tout. Mais après, pratiquer, c'est pas toujours évident. Surtout quand on a une manière de faire, surtout quand on a été habitué à faire d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, moi, je pense que c'est une très bonne idée, hein. C'est une très bonne idée parce que justement, même tout à l'heure, là, je me disais que mais depuis que j'apprends, je n'ai pas encore implémenté. C'est bon, il faut que je retourne refaire les devoirs depuis la première séance. Tout à l'heure, pendant que tu étais off, je suis allée sur YouTube pour voir, parce que j'ai dû changer de téléphone à un moment donné. Du coup, il y a beaucoup comment dire, en fait, les rediffusions des premières séances là que je n'ai pas. Du coup, les Mhm, enregistrements autant pour moi. Oui, du coup, c'est peut-être deux ou mhm, trois, les deux ou trois dernières séances que j'ai. Je suis allée sur YouTube pour me connecter et voir si je pouvais revoir ça, réécouter et faire un peu comme un brainstorming pour voir exactement à quel niveau je suis et essayer d'implémenter ça. mhm. Oui. Donc, vraiment, ce que tu dis, c'est ce à quoi je pensais tout à l'heure. C'est juste que je n'avais vraiment pas les mots exacts comme toi pour essayer de mettre ça, quoi. Ça serait vraiment super si c'est possible. Ok, d'accord. Valère, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, moi je dirais que faire une formation, c'est quelque chose, mais implémenter les notions quand on gagne dans la formation en est une autre. Il faut être réel et être clair. Ce ne sera pas évident pour chacun d'implémenter ça juste comme ça. Il y a certains qui Mhm, vont déjà commencer à avoir les obstacles dès le début. Déjà, donc, il faut que je fasse ci, il faut mhm, que je fasse ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et comme tu viens de le dire, certains se sont déjà habitués à un rythme que de là à changer, basculer. Mais le plus important, c'est de voir comment d'amener toutes ces personnes à comprendre que tout ceci, c'est dans l'optique de sortir d'un cadre, je vais dire peut-être archaïque ou bien trop traditionnel pour arriver à un mhm, cadre où on peut avoir une entreprise qui est non seulement ouverte sur le plan national, mais également qui peut avoir des ouvertures et avoir des chances, des possibilités à l'échelle internationale. Mais la réalité, c'est que ce sera mhm, un peu compliqué au niveau de l'implémentation, mais il faut juste que chacun se booste. Chacun doit juste se booster selon aussi la vision que chacun a de mhm. son entreprise. Donc, Ah, c'est ça, un peu après, ça. là, ça peut... Mhm. Ok, il y a vraiment pensé. Maintenant, avec le déplacement, ça veut dire que c'est vraiment retour. Parce qu'en même temps, pour pouvoir le faire, il faudra que les gens soient déjà en activité. Donc, Oh, oui, donc, oui, en même temps, voilà, je pense que les produits, avec l'arrivée des produits, voilà, je peux dire que non, justement, ça peut être comme une sorte de déclic, un départ voilà. pour non seulement livrer des produits, des personnes ont les produits pour lancer, mais également ils reçoivent cet Mhm, accompagnement-là avec les, mhm, avec. mhm. D'accord. Ok. Bon, je sais pas J'ai, s'il y a encore... Oui, oui, je vas-y, voulais, toi. en fait, je voulais savoir si c'est possible de rebalancer les enregistrements de nos séances sur Zoom dans le groupe WhatsApp. Je voudrais savoir si Mhm. c'est possible. Ok, d'accord, merci beaucoup. Bon, peut-être Valdez pourra t'envoyer parce que quand j'ai un souci avec mon WhatsApp là. Donc, ça fait que je n'ai pas, j'ai perdu un peu l'historique, le temps de pouvoir faire la mise à jour.
Donc, voilà, si tu peux lui envoyer ça. D'accord, d'accord. Je vais fouiller et envoyer. D'accord, merci d'avance, Valdez. Merci, coach Mhm. Anne-Marie. Je vous en prie. Mhm. Bon, mais d'ailleurs, il peut t'envoyer une box pour éviter de te renvoyer et puis ça sature le groupe. Comme c'est D'accord, plusieurs fois, il peut t'envoyer. Oui, il peut t'envoyer. D'accord, pas de ça, souci. Tu lui écris alors pour qu'il voilà. d'accord. Bon, mhm. S'il n'y a plus de questions, on va arrêter. Bon, on va continuer avec les communications dans le forum et je pense que la prochaine étape sera vraiment de voir comment implémenter ça avec déjà les produits, de voir vraiment comment chacun va intégrer. Mais maintenant, la précision quand même, comme c'est quelque chose qui a été fait gratuitement, la précision quand même, c'est que ceux qui vont en bénéficier, c'est ceux qui seront les partenaires, ceux qui vont distribuer les produits. Parce que quelqu'un ne pourra pas venir avec un projet externe et vouloir bénéficier d'un coaching. Ça sera quand même trop demandé. C'est logique. Logique. Donc, c'est un peu ça. En fait, ça s'inscrit dans le projet d'accompagnement. Ok, ok. Dans le projet de l'aspect Je ne accompagnement. suis pas bien, coach Valdez. Oui, ça s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement, vu qu'on a promis accompagner, non seulement mettre à disposition des produits, on s'en fout s'ils vendent ou pas, mais on a pensé à faire le projet d'accompagnement, en fait, accompagner chacun. Dans le fait de voir ce que chacun puisse au moins implémenter tous ces éléments-là, cela fait partie déjà de cet accompagnement-là. Et surtout, on accompagne ceux qui sont avec nous, comme je dis. Ok, bon, on va se séparer ici. On va se séparer et on se dit donc à très bientôt. Et la suite, on va vraiment échanger la suite. C'est vrai que je pensais à quelque chose, ça m'est venu comme ça, de voir aussi qu'on va avoir un moment de prière pour chaque personne qui est dans le projet parce que euh, oui, j'ai juste pensé à ça. Prier pour nos activités, c'est important. Puisqu'on a l'assurance que le Seigneur veut nous bénir et il veut, il veut dire que c'est pas un problème pour Dieu de faire prospérer ses enfants. Mais si on ne lui demande pas, si on ne présente pas les blocages auxquels on fait face, et parfois les difficultés financières qu'on peut avoir peuvent avoir des origines familiales, des choses comme ça. Donc, j'ai aussi pensé à ça. Ce sont des choses sur lesquelles j'ai envie de réfléchir. Même si c'est pour un début, mais c'est une fois par mois. Je pense que ça va faire du bien aux gens. C'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée et c'est même ce qui est recommandé pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce qui nous est recommandé. Donc, de venir devant le Seigneur avec tous nos sujets, toutes nos préoccupations. Ça serait une très bonne chose. Fixons juste le jour et l'heure pour ça et passons l'information pour que Mhm. les gens qui n'ont pas pu assister aujourd'hui soient davantage sensibilisés. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et si, je ne sais Ok, pas, ça marche. on accompagner ça avec le jeûne, ça serait encore plus bien. Mhm. C'est ma proposition. Mhm. Mhm. D'accord.